Ici Isabelle Marjorie Tremblay. Dans le balado Enquête de dopamine, on va discuter de défis, mais aussi de stratégies pour gérer les symptômes et pour apprendre à mieux vivre avec la maladie de Parkinson au quotidien. Bonjour, mon nom est Isabelle Marjorie Tremblay et bienvenue dans le balado de Parkinson Québec, Enquête de dopamine, dans cet épisode exclusivement consacré aux troubles du sommeil. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos invités. Monsieur Robert Hainaut, bonjour. Bonjour Marjorie. Bonjour. Monsieur Hainaut, vous avez 61 ans. Vous avez eu votre diagnostic de Parkinson en juin 2021 et parmi les symptômes qui ont été assez dominants, surtout au début de la maladie, dans votre cas, il y a eu les troubles du sommeil. Et pour parler de tout ça, avec nous en studio, nous avons Dr Ronald Postuma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue et chercheur, spécialiste en troubles du mouvement. Dans vos recherches, vous vous intéressez notamment à l'essai de nouveaux traitements pour des symptômes non moteurs comme les troubles du sommeil. Alors, bien hâte d'en discuter avec vous. Merci beaucoup d'être ici. C'est très apprécié. Est-ce que je peux vous tutoyer? Ça va rendre la discussion un petit peu plus conviviale. Sûrement. Ça va? Peut-être que je vais dire Dr Postuma de temps en temps. Ça va m'échapper. Pas de problème. Parfait. Alors, pour mettre la table, avant d'entamer la discussion, quelques petites statistiques sur le sujet. Selon une étude, on estime qu'environ la moitié des patients atteints de la maladie de Parkinson souffrent de troubles du sommeil. On remarque aussi que de nombreux patients signalent peu ou ne signalent pas ce symptôme simplement parce qu'ils ne le considèrent pas comme faisant partie de la maladie. On va commencer tout de suite par vous, Robert. Donc, peux-tu me parler de tes symptômes plutôt moteurs au début? Comment s'est manifestée la maladie dans ton cas? Bien, tout simplement avec un mouvement involontaire dans ma main droite. Ouais. Je faisais le mouvement de pince là, avec le pouce et l'index là, sans le demander. Là. Puis je pouvais quand même dire d'arrêter, là, mais c'est surtout au repos. C'est des mouvements au repos. Ça a commencé par la pince, après ça, plus la main, puis ben, le bras, peut-être jusqu'au biceps, là, dans le pire. Là. Mm-hmm. Mais c'est ça qui a mis qui t'a mis la puce à l'oreille. Puis au niveau olfactif aussi, je pense? Oui, mais olfactif, je ne savais pas que c'était un problème. C'était un problème relié, là. Ça faisait des années que je ne sentais plus. Là. Je donne toujours l'exemple cocasse là, que une fois, j'avais les enfants étaient encore à la maison, je faisais un gâteau. Puis ce qui m'a indiqué que le gâteau brûlait, c'est l'alarme de feu. OK. J'avais aucune conscience là, de l'odeur de la fumée. Là. C'est mort. Ça n'existe plus, l'odeur pour moi. Là. OK, d'accord. Et maintenant, si on parle spécifiquement du trouble donc, du sommeil, c'est quoi donc les difficultés que tu as remarquées au début de ta maladie, de ton diagnostic? Bien, au début, j'avais des problèmes qui arrivaient pendant mon sommeil, mais ce n'était pas nécessairement un problème de sommeil. C'était un problème de comportement au moment où j'étais endormi. Ouais. C'est-à-dire que inconsciemment, je bougeais beaucoup. Puis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Là. Des coups de poing, des coups de pied. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Les gens me demandaient est-ce que ça te causait des problèmes de sommeil? C'est pas à moi. Mais à ma conjointe, par exemple, quelqu'un qui passe son temps à donner des coups de pied, puis tourner de bord, puis même c'est arrivé qu'il y ait un contact là, accidentel. Là. Mm-hmm. Puis ma conjointe s'est ramassée avec un œil au beurre noir. Là. C'était vraiment des... Je vis mes rêves, je bouge, je cours après. Je cours après un ours, je cours après l'ours. Je suis attaqué, je me défends, puis je me défends... Je donne des coups. C'est vraiment... Intense, hein? Oui, c'était pas drôle. Ça arrivait souvent, alors? Oui. Souvent. Mais ce qui était constant, c'était le niveau de réalité de mes rêves. OK. Je les vivais, là, vraiment. Là. Puis si je me réveillais dans la nuit, puis là, des fois, je partais à rire un petit peu. Ben voyons donc, ça se peut pas. Puis c'était tout... Détail anodin, peut-être, là, mais... tous les personnages de mes rêves
c'est toujours des gens connus. Tu sais, je ne rêve pas à quelqu'un qui m'attaque. Je peux le nommer, je le nomme dans mon rêve. J'en suis tellement conscient que c'est une réalité presque pour moi. Là, puis... Des rêves pas très reposants, disons. Non, pas très reposants parce que j'ai l'impression de jamais avoir de bonne nuit de sommeil. OK. C'était assez impressionnant. Assez impressionnant, d'accord. Maintenant, docteur Postuma, on va d'abord définir les défis qui sont en lien avec les troubles du sommeil. On a parlé de trois, en fait, vous m'avez parlé de trois principales difficultés. Justement, le premier symptôme qu'on pourrait aborder, ce serait celui qui est en lien avec ce que Robert vient de nous raconter. Donc, on appelle ça le trouble de comportement dans le sommeil paradoxal. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, la meilleure façon d'expliquer, toi et moi, quand on se rêve, on n'est pas réalisé, on n'est pas capable de faire les mouvements. C'est normal d'être comme ça. Oui. Okay? Alors, imaginez, c'est important d'être paralysé pendant le rêve, sinon on acte les rêves juste comme vous avez fait. Alors, mais dans le Parkinson, causé par le Parkinson, le système qui est responsable pour cette paralysie marche pas. Okay? Alors, c'est une détérioration. Alors, ce qu'on rêve, on est capable de faire. Ah, d'accord, carrément là. Donc, tout ce qu'on a en tête, on peut le faire physiquement. C'est ça. Et si on rêve d'être dans un combat, on fait le combat, OK? Si on rêve de parler dans une situation comme ça, on parle. Hein? Et c'est souvent, comme vous avez déjà expérimenté, c'est le conjoint ou le partenaire qui est beaucoup plus conscient de ça parce que vous êtes endormi et elle sait. Hein? Oui. Et si je peux juste me permettre de préciser, le sommeil paradoxal, qu'est-ce que c'est exactement et à quoi il sert? Oui, il y a plusieurs étages de sommeil, OK? Alors, on parle de sommeil paradoxal et les autres étages, OK? Il y a 3 autres étages. Sommeil paradoxal, c'est le stage où on a le plus de rêves intenses, OK? C'est plus comme éveillé, enfin, si on voit sur la trace de sommeil. Oui. On voit que c'est presque éveillé, mais paralysé. Alors, c'est un étage qui est plus dans la fin de nuit. Alors, la plupart des personnes remarquent que les mouvements pendant le sommeil paradoxal sont plutôt vers 4 heures le matin, 5 heures le matin, au lieu de 11 heures le soir. D'accord. Et cette étape-là là, du sommeil, c'est un sommeil qui est récupérateur au niveau psychologique, je pense, au niveau mental, non? Oui, on ne sait pas. Est-ce que c'est prouvé? Oui. Pas vraiment, c'est important pour la mémoire, pour établir pour la mémoire. OK. Mais oui, c'est complexe. C'est complexe. On n'ira pas là aujourd'hui. D'accord. Alors ensuite, un autre problème fréquent chez les personnes atteintes, c'est l'insomnie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, donc, Ronald? Oui. Alors, c'est ton histoire aussi. L'insomnie est classique avec le Parkinson. Le trouble comportement sommeil paradoxal, c'est comme 50%. L'insomnie, éventuellement, 70%, quelque chose comme ça. D'accord. Et le classique, c'est des difficultés à rester endormi. On dort facilement, OK, mais on se rêve trop tôt. Ah, d'accord, OK. Mais là, on ne parle pas de pensée qui rumine. Ce n'est pas de l'insomnie comme quelqu'un qui est préoccupé, qui réfléchit. Là. On parle vraiment d'un état physique, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans la population globale, normalement, c'est difficile à dormir, commencer à dormir parce qu'on réfléchit, on a les mauvaises habitudes de sommeil, les choses comme ça. Le Parkinson, à 9 heures le soir et à 3 heures le matin, éveillé, prêt à commencer la journée. Et ça, c'est le gros problème. Oui, on peut avoir le contre un temps à l'autre, mais vraiment le classique, c'est difficile de maintenir le sommeil. De maintenir le sommeil. Est-ce qu'on parle de micro-réveil? Est-ce que c'est ça? Ça, c'est un autre problème séparé aussi. Ah oui, OK. Pendant la nuit, tout le monde réveille, OK? Plusieurs fois, 10, 20 fois par nuit, oui. OK? Et ça, c'est normal, OK? Mais le Parkinson, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Oui, plus fréquente et aussi plus difficile parce que si on rêve, le tremblement recommence et c'est ça. on est éveillé. Il y a quelque chose qui vous éveille. D'accord. En fait, un troisième problème qui est courant chez les gens qui souffrent de troubles de sommeil, c'est la somnolence de jour. Oui, c'est ça. La somnolence, difficulté à rester éveillé quand on veut
elle serait éveillée. OK. Et ça arrive souvent avec le Parkinson aussi. On dit, c'est naturel de dire que oui, il y a un lien entre la nuit et le jour, Oui. Mais en général, on fait les personnes qui sont somnolentes dorment mieux la nuit, C'est une question de demande de sommeil. Le cerveau veut dormir beaucoup plus. Et ça arrive plutôt tard dans la maladie. C'est pas quelque chose qui commence, c'est qu'après 5 années, après 10 années, c'est plus fréquent. OK, d'accord. Donc, quelqu'un peut se reposer bien la nuit et éventuellement quand même faire de la somnolence diurne, comme on dit. C'est ça. Alors, si le moment qu'on est inactif, qu'il n'y a rien à faire, on dort. OK, d'accord. Ouais. OK. Maintenant, j'aimerais comprendre un petit peu par rapport au sommeil réparateur. Est-ce que c'est vrai qu'on a besoin d'avoir à tout prix plusieurs heures consécutives pour bien dormir? Vous avez expliqué qu'il y avait même la littérature qui remarquait que dans le passé, le sommeil pouvait être interrompu. On avait remarqué ça, je pense. Hein? Oui. C'est un peu difficile à dire parce qu'on dit que d'avoir un bon rythme de sommeil est une fonction de la cerveau. Chez le Parkinson, il y a beaucoup de raisons d'avoir le problème de rester endormi dans les circonstances qu'on veut. Hein. Un sommeil fragmenté, oui, c'est pas idéal, mais en général, je dirais le cerveau va prendre le sommeil qu'il faut. Alors, normalement, si on a besoin de 7 heures par nuit, normalement, le cerveau va en faire son 7 heures. Est-ce que c'est dans la même heure qu'on veut? Ça, c'est plus difficile. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui doivent prendre les médicaments, bien sûr, la nuit aussi, par moment. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Alors là, il faut réussir à s'endormir. Ouais. C'est ça l'enjeu. Et vous parliez de ce que vous aviez appris à travers la littérature à l'époque. Les gens se réveillaient plus souvent la nuit et ça n'a pas été démontré que c'était nocif nécessairement. Je trouvais ça intéressant, cette étude-là. Pouvez-vous m'en parler? Oui, c'est ça. C'est une histoire assez intéressante. Maintenant, on a les lumières, Oui. On reste éveillé jusqu'à 11 heures et on dort 7 heures consécutives. Après, on se réveille. Dans l'époque, au l'hiver, comme on sait, c'est 5 heures, c'est déjà... Alors, on dormait vers 7 heures, quelque chose comme ça. On est dormi pendant 4 heures. Premier sommeil, on se réveille. Deuxième sommeil, 3 heures après. Alors, on se réveille pendant 2-3 heures au milieu de la nuit. Ça, c'est peut-être plus naturel. Oui. Hein? Alors, des fois, ça, c'est une stratégie aussi de juste comprendre que ça peut être normal aussi. C'est pas nécessaire toujours de combattre sur cette pattern-là. Si ça marche pour vous, on va discuter les stratégies après. Oui. Mais ça, c'est une chose importante de savoir. C'est pas toujours naturel de dormir 7 heures consécutives comme ça. Intéressant. Si on est un peu plus âgé. Et on devient anxieux parfois parce qu'on ne dort pas. Finalement, on remplit la situation. C'est ça. Oui. Parce qu'on se répète, il faut dormir, il faut dormir, il faut dormir. Oui, ça, c'est la mauvaise stratégie à faire. On en parlera tantôt, en effet. Robert, tu m'as parlé donc du phénomène de la jambe sans repos. Ça, c'est aussi quelque chose qui t'empêchait de dormir à un moment donné. Peux-tu me décrire un petit peu ce que tu vivais? Oui, ça arrivait surtout un peu pour faire suite à ce que le docteur disait. Si je me réveillais, mais c'est presque systématique, je me réveillais, je me couchais au lit vers 9h30, 10h. Mais au début, après minuit, 1h, là, je me réveillais, soit pour aller à la salle de bain ou parce que je m'étais réveillé. Puis là, après ça, j'avais des spasmes dans les jambes, là, comme si les muscles étaient hors de mon contrôle. Là. Puis ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps à me rendormir là, quand j'avais ça. Là, c'est moins fréquent. Là. Il y a des symptômes qui viennent, qui repartent. Là. Oui. Mais je ne sais pas si c'est vraiment relié au Parkinson ou... Mais moi, c'était mon principal problème de sommeil là, pour mon sommeil à moi. Là. Pas comme les mouvements de tantôt qui étaient plus dommageables là, pour ma conjointe. Là. Oui. C'est plus toi qui le vivais, là. Oui. Puis là, ça pouvait me prendre 1 heure, 1h30 à me rendormir, là. Parce que des fois, je venais pour me rendormir, il y en a une jambe qui repartait. Bon, mais là, OK, là, on va se réessayer. Jusqu'à temps que ça s'estompe. Je ne pouvais pas dormir quand ça faisait ça, là. J'étais incapable. OK.
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur ce symptôme-là? Quand j'entends une histoire comme ça, il y a deux explications dans ma tête. Le premier, c'est simplement les crampes. Tout le monde peut avoir les crampes. Le Parkinson aussi peut avoir les crampes. Ça veut dire quelque chose, le jambe tire, ça fait mal, c'est fort, douloureux, choses comme ça. Oui. Plus que vous décrivez, probablement, c'est une impatience de jambes sans repos, syndrome de jambes sans repos. Alors, tout le monde peut avoir ça, dans la population, 10% de la population vont avoir ça. Ah oui? Alors, c'est facile à décrire. C'est avant de dormir, normalement avant de dormir, il y a une sensation que quelque chose tire, quelque chose d'inconfortable dans les mollets ou dans les bras de temps à l'autre, mais les mollets sont les plus fréquents par loin. Et si on bouge, c'est mieux. Et peut-être et si on marche ou quelque chose concentré sur quelque chose de mental, intense, c'est diminué. D'accord. Ça arrive souvent. Avec le Parkinson, on pense que c'est un peu augmenté. Premièrement, le manque de dopamine peut causer un sens d'impatience, peut causer un sens de sensibilité à la douleur. Et deuxièmement, quelque chose un peu compliqué à expliquer, un des traitements pour les jambes sans repos, c'est le dopamine. Mais on évite le dopamine avec une duration très courte. Levodopa, le médicament par loin le plus efficace pour le Parkinson, est un médicament qui dure assez court, 3-4 heures, c'est variable. Une période très courte. Mais si on prend cet médicament chaque jour, après des années, les jambes sans repos augmentent. Ça recommence, ça repousse, Alors, souvent, c'est une personne qui était toujours avec une tendance d'avoir une jambe sans repos, génétique héréditaire, mais avec le médicament qu'il faut donner pour le Parkinson, ça augmente. Ah oui, bon. On devient jambes sans repos causées par le Parkinson indirectement par le traitement. D'accord. Difficile à faire des choses pour ça. Oui, OK. C'est complexe quand même. Oui, c'est complexe. OK. Si dernière question pour bien comprendre les troubles du sommeil reliés au Parkinson, est-ce qu'il y a une chronologie, est-ce qu'il y a un symptôme qui se manifeste avant un autre dans l'ordre de la progression de la maladie? En fait, c'est assez clair, notre expérience, votre expérience a été classique, Le trouble comportement sommeil paradoxal est souvent le premier symptôme, Ça peut arriver après le Parkinson, mais souvent c'est avant, Alors, olfaction, constipation, trouble comportement sommeil paradoxal sont les classiques, Une personne avec le trouble comportement sommeil paradoxal, c'est toujours un bon nom. Même si on a cette syndrome prouvé dans un labo de sommeil, la chance de développer le Parkinson est comme 80%. Alors, c'est vraiment fort. Presque 80%? Tout le monde. 80%. Presque chaque personne énorme. avec ce syndrome vont développer le Parkinson et les choses reliées au Parkinson. Alors, classique. Alors, ça, c'est normalement la première, mais ça peut arriver après aussi. L'insomnie, c'est plutôt vers le commencement de la maladie, parce que le manque de dopamine, qui est assez tard dans l'évolution de la maladie de Parkinson, ça, c'est la cause principale de l'insomnie. Le somnolence n'est pas si relié au dopamine, on va parler de stratégie après. C'est relié aux pathologies plus épanouies dans le cerveau. D'accord. Alors, avec ça, c'est plus tard. Impatience, n'importe quoi. OK, d'accord. Et en quoi ça change la vie, en quoi ça change notre vie et la vie de nos proches de vivre un trouble du sommeil? On en a parlé un petit peu, à un moment donné, c'était carrément votre conjointe qui était menacée, entre guillemets. Mais en quoi ça change donc ta vie, Robert, là, ce moment-là, en tout cas, où tu avais vraiment des troubles du sommeil assez importants? À ce moment-là, je ne travaillais plus. Fait que c'était moins pire là, que si un tour de sommeil, que je dorme bien ou que je dorme pas bien, ça avait pas beaucoup d'impact. Mais dans mon métier que j'avais, c'était vraiment des horaires très atypiques. Là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais pas pu continuer, ça certainement pas. Là. Quel était ton métier, non, Robert? J'étais camionneur. Tu étais camionneur, avec des heures des heures qui n'ont pas de bon sens. Des fois de nuit, des fois de jour, des fois de soir, des fois je dormais le jour, des fois je dormais le soir, des fois je dormais de nuit, 4 heures, 5 heures, 7 heures.
Ça n'a sûrement pas aidé. Ça ne peut pas te permettre d'être fatigué en étant camionneur du tout. Là. C'est bien un métier où on ne peut pas cogner des clous. Là. Ouais. Mais outre ça, en autant que j'ai le temps de me reprendre mon sommeil, je fonctionne bien là, côté sommeil. Là. D'accord. OK. Qu'est-ce qu'on peut remarquer, Ronald, au niveau de l'impact que le trouble du sommeil peut avoir? Est-ce que, au niveau personnel, au niveau de nos proches aussi, et même au niveau de la réception des médicaments, par exemple, des lacunes en sommeil, c'est quoi l'impact? Plusieurs. OK. Alors, TCSP, trouble comportement sommeil paradoxal, le seul impact vraiment, c'est la blessure, OK? Surtout aux partenaires dans le lit, OK? Mais des fois, la personne soi-même, OK? Alors, frapper quelque chose, tomber du lit, casser une hanche, les bluets, tout comme ça. Alors, si l'environnement est pas dangereuse, normalement, ça va pour ça. D'accord. L'insomnie, c'est un problème variable, OK? Alors, souvent, c'est une grosse difficulté. Juste comme vous avez dit, Robert a dit que c'est un horaire demandé par le monde extérieur et il faut dormir à certaines heures, il ne faut pas dormir à certaines autres heures. Je comprends. Alors, ça, c'est le problème. Il faut s'adapter à l'horaire de tous un peu. Là. Exactement, oui. Okay. Si on est libre, si on ne travaille pas, si on n'a pas beaucoup de demandes, on peut avoir son rythme. Son rythme, ben oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres impacts? Aussi, pas pour Robert, mais pour les personnes qui sont plus touchées par le Parkinson, ça peut être une grosse difficulté pour l'épouse ou pour le partenaire ou pour la conjointe. Hein. Oui. Parce il a un sommeil normal. OK? Oui. Alors, à 3 heures le matin, il faut dormir. OK? La personne qui ne peut marcher pas, qui est éveillée, qui doit aller à la toilette, il y a de l'heure, des choses comme ça, ça peut être vraiment un désastre pour l'épouse. C'est vraiment quelque chose... je concentre très fort sur une insomnie chez une personne qui n'est pas mobile. Parce que ça touche plus qu'une personne, ça touche tout le monde dans la famille. Quand vous rencontrez des gens, vous tournez aussi vers l'approche aidante ou le proche aidant, n'est-ce pas? Parce que ça devient un problème global de couple, de famille, c'est ça? Oui, exactement. Il travaille le lendemain. Alors, il ne peut pas rester éveillé. Imaginez. Hein? Mm-hmm. Robert, je vois que tu réagis. Est-ce que ça te rappelle là, des souvenirs? Oui, bien, je me dis qu'au moins, on est tous les deux à la retraite. Là. Maintenant, oui, c'est ça. Maintenant, oui. Mais je peux pas imaginer ce que ça aurait été si on avait travaillé tous les deux, là, gérer mes symptômes, là, puis ça aurait été très difficile. Ça aurait été très difficile, oui. Puis j'ai peut-être une question pour le docteur. Oui. Est-ce que vous considérez que le fait que dans la nuit, ça peut faire longtemps qu'on n'a pas eu de dose de dopamine. Si je me lève là, vers 4 heures pour faire mes besoins ou le matin, quand c'est l'heure de me lever, j'ai mal, j'ai de la misère à m'étirer. C'est une aventure de débarquer du lit. On les pattes, puis là, on s'assoit sur le bord du lit. Puis ce que j'ai pas comme symptôme durant la journée presque, là. Mais les raideurs sont 10 fois pires le matin que le restant de la journée. Là. C'est intéressant, les symptômes qui ne se manifestent pas de la même façon la nuit ou le jour. Mm-hmm. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? La première chose, si une patiente me dit que je ne dors pas, OK, avec une pattern classique, on se réveille trop, la première question, est-ce que le niveau de dopamine est suffisant? Okay? D'accord, oui. Alors, si le niveau de dopamine est trop bas, OK, on peut avoir plusieurs choses, difficulté à bouger dans le lit, ça fait mal, ça tire, OK, ou le tremblement. Imaginez, on se réveille et toc, 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 sur la poitrine tout le temps, alors c'est presque impossible à dormir. Oui, c'est toujours la première étape pour l'insomnie. D'accord. Et souvent, moi, je trouvais qu'avant, j'ai donné... Bon, on va vous donner une forte dose avant que vous dormez, OK, pour s'asseoir encore là le matin. Maintenant, souvent, j'ai une autre stratégie, OK? Quand vous réveillez à 3 heures le matin, vous éveillez chaque nuit à 3 heures le matin, mettez votre pilule la nuit à côté, attendre, prendre la pilule milieu de la nuit. Alors, avec ça, ça aide beaucoup souvent parce que le raideur est fini et aussi on a besoin de dopamine pour dormir. Alors, ça, c'est mon top chose que j'ai fait. Conseil numéro 1. Oui. Oui,
Robert? On en prend note. On en prend note. Bien, justement, on est dans le vif du sujet, des stratégies, des conseils, des solutions. On parlait des médicaments. On sait qu'il existe plusieurs médicaments qui peuvent aider à dormir. En général, les gens avec le Parkinson ou sans le Parkinson, est-ce que ce sont des mêmes médicaments qui sont prescrits aux personnes atteintes de Parkinson pour le sommeil? Avant de parler de médicaments, oui. il faut parler de qu'est-ce que je peux faire moi-même, OK, oui. comme une personne qui est touchée. La première chose, est-ce que j'ai vraiment un problème ou pas? OK? Alors, je vais au lit à 8 heures le matin, je me réveille à 3 heures. Ça, c'est 7 heures. C'est la fin de nuit. OK? On n'a pas l'insomnie du tout. Le problème, c'est que le tâche, vous êtes trop tôt, simplement comme ça. Alors, prendre le temps d'observer, c'est ça, sa situation, son horaire. Oui. Okay. Il y a une grosse liste de choses, on s'appelle sleep hygiene, ça veut dire les bonnes aptitudes. Oui, les habitudes ou l'hygiène de sommeil qu'on peut dire aussi. Oui. Moi, je trouve en général, les personnes avec le Parkinson sont très bien avec ça. Alors, il faut aller au lit en même temps, il faut faire un peu des exercices la journée, il faut éviter la caféine, tout comme ça. Parfait. Ça, c'est pas le problème. Le problème numéro 1, c'est 11 heures dans le lit. On n'a pas besoin de 11 heures de sommeil. C'est garanti qu'on va à l'insomnie. Alors, si on ne dort pas, on reste dans le lit. OK? On sort. OK? Alors, même si vous avez, comme on a discuté, si on a le pattern de 2 phases de sommeil et si on est capable de marcher, vive avec. On dort à 9 heures, on se réveille à 2 heures, faites quelque chose, regardez la télévision, lire, 4 heures, 5 heures, vous êtes endormi encore, dormez un autre 2 heures, 7 heures par nuit, fini. OK, c'est d'accord. pas l'insomnie. OK, d'accord, intéressant. Donc, juste pour être sûr que j'ai bien compris, là, vous m'avez dit que si on fait de l'insomnie et qu'on n'est pas capable de dormir, il ne faut pas rester dans le lit. Exactement. Et c'est ça, c'est étonnant quand même. Hein? Moi, des fois, on pensait l'inverse. Oui. Mais il ne faut pas rester dans le lit comme ça, regarder le mur. Il faut bouger ou faire quelque chose. Là. Oui. Et si on fait ça, OK, éventuellement, le lit devient une... torture device, ça veut dire la façon que je souffre, que je reste. Il y a dans la tête, il y a un lien entre le lit et douleur, lit et anxiété. Non. On dort dans le lit et si on ne dort pas, on sort. Robert, est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Non, parce que à part des périodes où j'avais la jambe folle, là, mais je me rendors généralement assez bien. Là. Si je voulais aller à la salle de bain comme un robot, parce que j'ai pas assez de dopamine de nuit. Là. Mais une fois retourné au lit, là, je me rendors assez facilement. Puis j'ai facilement 7 à 8 heures de sommeil là, par nuit. Là, d'accord. De ce côté-là, c'est pas un problème pour moi pour l'instant. Là. OK, d'accord. Donc là, on a parlé de l'hygiène de sommeil avec des bons conseils qui peuvent s'adresser à tout le monde. Mais il y a quand même une question de médication et de dosage. Robert, peux-tu m'expliquer un petit peu le changement qui s'est opéré chez toi, donc depuis qu'il y a eu un changement? Bien, ma médication a été révisée à la hausse. Là. J'étais peut-être sous-médicamenté. J'étais plus fatigué. Je n'atteignais jamais ce qu'on appelle la phase on dans le jargon là, de Parkinson. J'étais manquais de motivation, j'étais plus amorphe, plus de tremblements. J'avais commencé à avoir de la misère avec la dextérité fine. Tailler des légumes ou, aussitôt que j'avais besoin de mes 2 mains pour travailler, là, problème de coordination. En augmentant beaucoup le dosage de dopamine, il y a beaucoup de ces problèmes-là qui ont rentré dans l'ordre là, à ma grande satisfaction. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et des meilleures nuits. Et des meilleures nuits. Puis l'ensemble des symptômes là, se sont beaucoup améliorés. Là. D'accord. Parce que je trouvais que ça allait vite, là, la perte, là, la perte de capacité, là, je trouvais que ça allait vraiment vite. Là. Je me disais, à cette vitesse-là, mes bonnes années, il en reste moins, là, mais là,
plus confortable, là. Oui. Parce que c'était décourageant, mais là, il y a eu vraiment un gros changement. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je vois un beau sourire, là, on aime ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à ce sujet? Donc, justement, une question de dosage. Oui, c'est ça. OK. Alors, on a réussi avec la première étape que je fais toujours, optimiser la dopamine pour assurer que c'est assez dans le système au soir. OK? Ça marchait. OK? Mais des fois, ça, c'est pas suffisant. Il y a plein des autres choses qu'il faut faire. Oui. OK? Alors, une chose à réfléchir, si tout le monde qui n'ont pas le Parkinson ont le problème de commencer à dormir, mais ce n'est pas votre problème. Les médicaments ne sont pas les mêmes. Okay? Alors, tous les médicaments qu'on use pour la population générale, le but, c'est d'avoir quelque chose qui est très fort, très vite, okay? Mais après 2 heures, 3 heures, c'est fini. Alors, parfait pour une personne qui a les troubles de commencer à dormir. Pour maintenir le sommeil, c'est différent. Okay? Première étape, dopamine, peut-être milieu de la nuit. Après ça, les médicaments qui aident sont un peu différents, comme le plus établi sont les anciens antidépresseurs. Okay? Ce n'est pas pour la dépression, ce n'est pas une question de ça. Mais si on donne une dose d'antidépresseurs, une dose très bas, okay? Et les anciens types, pas les nouvelles. D'accord. Ça marche comme un somnifère. Okay? Et spécialement pour les personnes âgées et spécialement pour rester endormies. Alors, souvent, j'utilise ça, doxepine, mirtazapine, une basse dose comme ça. D'accord. Sinon, on utilise les médicaments qui peuvent causer somnolence le lendemain. OK? Il y a les choses comme le quetiapine, Seroquel. Ça, c'est plutôt vraiment pour les personnes qui sont vraiment touchées par ça, surtout avec une partenaire qui doit dormir. Okay? Juste à côté, là. Oui, alors ça, c'est moins spécifique, moins bon en général. C'est comme une club, ça. Bon, okay. On est endormi, OK? Ouais. On va somnolente le lendemain aussi. Ça, c'est le problème avec les autres comme ça. Okay. Alors, c'est un peu spécial de traiter le sommeil chez le Parkinson. Ce ne sont pas les mêmes médicaments. Oui, donc, pour vous, je suis curieuse, quand vous discutez avec des personnes qui sont atteintes, et c'est tellement différent d'une personne à l'autre, alors ça prend un certain temps, vous posez beaucoup de questions, vous observez énormément d'une personne à l'autre. L'éventail, il est très vaste, là, c'est ça? Exactement. C'est pas le même... Un médicament qui marche pour une personne sont contre-indiqués pour une autre personne et chaque personne est différente. Vraiment, il faut demander. Ça prend du temps quand même? Oui, c'est ça. Ça prend un certain temps. Après de temps, c'est facile. OK, d'accord. Et est-ce qu'il y a des traitements spécifiques aux troubles de comportement du sommeil paradoxal pour calmer un peu l'esprit et le corps là, qui est très actif, puis aider les personnes là, qui extériorisent physiquement leurs rêves? OK. Comme je dis avant, mon premier choix de traitement, c'est de rien. OK? Oui. Je blague un peu, mais je dis, si on veut être guéri de tout comportement sommeil paradoxal, avoir un matelas sur un tapis, sur le tapis, OK? Rien d'autre et seul, OK? Parce que la seule conséquence, c'est les blessures. Si on n'est pas capable d'être blessé, ça va. Okay? D'accord. Mais, bon, on vit avec les partenaires dans la lit, des choses comme ça. Alors, les autres traitements, je joue avec la dopamine de temps à l'autre parce que ça peut faire une différence. Soit, le premier choix, normalement, c'est le mélatonine. Mélatonine, c'est l'hormone naturelle de le sommeil. On utilise pour le décollage de l'horaire. Oui. Quand on prend l'avion, c'est là qu'on entend parler. Oui, c'est ça. On vous en prenez vous-même, oui. Oui. C'est un somnifère, mais pas très efficace pour un somnifère. Chez le Parkinson, ça marche un peu, mais ça marche un peu pour le sommeil paradoxal. Ça augmente le tonus, ça réétablit les paralyses pendant le sommeil. Alors, on est un peu plus paralysé pendant qu'on rêve. Ah, d'accord. Sinon, on utilise un autre médicament qui s'appelle clonazepam, Rivotril, clonazepam. C'est dans la liste de mauvais médicaments pour l'insomnie parce que ça dure 48 heures. OK? La dose que vous prenez, c'est encore dans le système le matin. Et probablement, ça ne marche pas calmer les rêves. Ça change le contenu des rêves. Oui, ça change pas le système de paralyse. On a juste les rêves sont un peu plus calmes. Si les rêves sont un peu plus calmes, on ne se blesse pas. Hein? D'accord.
Intéressant. Maintenant, si on parle donc de la somnolence diurne, dernier point, est-ce qu'il y aurait des précautions à prendre? Parce que ça peut être dangereux, ça, on le comprend. Oui, absolument. Si j'entends camionneur... Ben oui. Ça, c'est mon réaction. Parce qu'il faut être très, très, très prudente. Hein, il faut... Une chose à dire pour le camionneur ou pour tout le monde qui conduit, très, très importante. Je dis, votre système de sommeil n'est pas normal. Vous n'êtes pas comme les autres, OK? Si vous sentez endormi, vous n'êtes pas capable de combattre, OK? Mm-hmm. Et le Parkinson peut dormir dans 1 seconde, paf, comme ça, OK? Ah oui, alors ça va si on est dans une chaise, mais si on est en train de conduire un camion, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, je dis que si on est en train de conduire et vous sentez que vous combattez un peu de fatigue, bof, à côté, OK, arrête, OK, prends une petite mini-sieste, 5 minutes dans la voiture et recommencer encore. Il ne faut jamais conduire quand on est endormi. D'accord. Donc... Oui, allez-y. Oui. Ça, c'est la première chose à dire. Le traitement pour le sommeil, pour le somnolence, un peu plus difficile, je dirais. La seule chose que je fais, la première chose que je fais, c'est le même, j'évalue le dopamine, OK? Parce que le dopamine peut causer la somnolence. C'est bien la nuit, OK, mais c'est pas bien la journée. Ben oui. Okay? Alors, normalement, je joue avec l'horaire pour éviter les gros dosages. Alors, 3 pilules à la fois, OK, on dort, OK? Peut-être une pilule plus fréquemment pour éviter les os. Les os dosage peut aider, OK? Souvent, chez une personne qui est très avancée, très difficile pour eux, je diminue la dose de dopamine. On sacrifie le moteur pour avoir... un meilleur sommeil. Oui, une meilleure journée. Une meilleure journée, oui, d'accord. Une chose aussi qui est... sacrifice. Ah oui, c'est carrément une question de faire un sacrifice, une concession. Oui, c'est ça, on choisit entre... On choisit. Un choix difficile. Un choix difficile, j'imagine. Oui. Ça se fait, cette décision-là, elle se prend en discutant, bien sûr, avec la personne atteinte, c'est ça? C'est ça. C'est après 15 années, après 20 années, comme quelque chose. La dose qu'on a tolérée bien avant, c'est pas la même dose qu'on tolère maintenant, parce que le cerveau n'est pas le même. Souvent, je descends... Le pattern normal pour moi, c'est d'augmenter la dose pendant plusieurs années, stabiliser. Après, ça descend en général. Alors, ça, c'est pour le somnolence, généralement. D'accord. Oui. Un autre conseil, c'est d'avoir la lumière. Okay? Il faut avoir la lumière pour établir le rythme de sommeil normal. Okay? Si on est dans un endroit pendant la journée qu'à l'intérieur, il n'y a pas de soleil, on va dormir. Hein? Alors, une chose qui aide, c'est d'être extérieur autant que possible. OK. Dernièrement, une petite sieste est acceptable pour une personne qui dort trop. OK? Oui. Alors, si on dort bien la nuit, OK, on peut avoir 2-3 siestes planifiées. C'est mieux d'avoir une sieste planifiée, 15 minutes, demi-heure, pas 2 heures, pas 3 heures, 2-3 fois par jour planifié. C'est mieux d'avoir planifié qu'involontaire. Alors, avec ça, on peut dire, je vais dormir 15 minutes. Après ça, je vais aller au magasinage. D'accord. Donc, juste un petit 15-20 minutes. Ça, oui, Robert? Moi, j'en fais une sieste par jour maintenant parce que j'étais un petit peu tanné de la combattre, cette sieste-là. Je me levais le matin, c'est en forme. Là, il arrivait le midi, dîne, puis on avait des choses à commencer, on continue. Là, je piquais vraiment du nez. Là. Puis là, je vais aller dormir. Je vais dormir 1 heure, ça se replace. Mais j'ai été plusieurs semaines en me disant, je veux pas faire de sieste l'après-midi, je veux pas faire de sieste l'après-midi. Ça brise le rythme, ça... Puis finalement, là, j'ai abandonné. Parce que si je la fais pas, je vais mal me sentir tout le restant de la journée. Fait que là, j'aime mieux prendre 1 heure, mettre l'interrupteur off, me relever, puis avoir de l'énergie suffisamment pour me rendre après souper, puis j'ai abandonné le fait de ne pas faire de sieste le jour, là. Pour pas 3 heures. Là. Non. Je dirais 1 heure environ. Recharger la batterie. 1 heure, le temps de s'étendre, puis de s'endormir, là. Puis là, je me lève, puis là, je peux continuer ce que j'ai fait, puis je peux faire un plus grand bout de chemin en ayant fait une sieste, qu'il n'y a pas de sieste du tout. Là. Mais Robert, pourquoi au début,
tu voulais pas faire de sieste? Tu avais peur de dormir un petit peu le jour. C'est quoi ta peur? Tu avais peur que ça affecte ton sommeil de nuit, peut-être? Non, c'était plus mon efficacité de la journée. Là. Tu voulais pas te coucher, j'ai toujours été très actif. Là. Ah oui. Puis là, en ayant le Parkinson, il y a bien des choses que je ne fais plus. Là. Mais je peux en faire plus dans une journée si je fais une sieste que si je ne fais pas de sieste. Ah, OK, d'accord. Tu ne te voyais pas interrompre ta journée puis aller te coucher. Là. C'était pas là. C'était pas le fun. Si on a planifié des choses qui dureraient toute la journée, il faut que je me garde du temps pour la sieste pareil. Des fois, je n'en ferais pas de sieste. Mais là, je passais une moins bonne journée que si j'avais appris, OK, non, je vais prendre 1 heure de sieste que je ne veux pas faire, mais ça va m'aider pour le restant de ma journée. D'accord. Intéressant. C'est un bon conseil qui est vraiment vécu. Parce qu'après, ta journée, elle est meilleure. On parlait tantôt des aménagements pour de sécurité durant le sommeil. Là. Oui. Une des choses qu'on a faites, nous, on était en rénovation là, de notre salle, de notre chambre à coucher. Puis on s'est acheté un lit king size. King size, je vous dirais qu'il peut y avoir une no man's land au milieu. Là. Même si je bougerais, là, je ne suis pas à portée là, de... Ça a fait une bonne différence. Là. Ma conjointe est plus confiante, moins craintive. Là. C'est une bonne idée, ça, ouais. D'agrandir le lit, ben oui. Oui, et aussi, j'ai beaucoup des patientes qui achètent une oreilleur longue. Ils mettent entre les deux. Un oreiller de corps. Pour garder un peu de distance. C'est vrai? Oui. Un oreiller long, là, comme les longs tubes là, qu'on met entre les deux. Ah oui, intéressant. OK. On a parlé donc de l'hygiène de sommeil, en fait, que tout le monde devrait adopter. Je ne peux pas m'empêcher de parler de l'activité physique. Robert, est-ce que tu continues à être actif? Je pense que oui. Très, très actif. Oui. Qu'est-ce que tu fais donc? Je fais de l'aquaforme. J'ai un vélo stationnaire. Mm-hmm. Je fais mes programmes de physiothérapie. Là, je me acheté des matelas, des petits poids, des faumes. Je dirais que je fais en moyenne, je fais au moins 1 heure d'exercice par jour, puis 1 à 2. 1 à 2 heures d'exercice par jour, là, d'étirement. C'est beaucoup? Ben, c'est beaucoup, mais ça passe quand même assez vite. C'est un programme de fête, là. Puis tous les étirements aussi, parce que Parkinson, c'est des raideurs musculaires, là. Une routine là, d'étirement là, après avoir fait du vélo. Puis on s'est acheté des vélos électriques aussi récemment. C'est pas parce que c'est électrique qu'on pédale pas, là. C'est juste on pédale quand même, oui. Un petit peu plus vite, mais... puis c'est une chose que le neurologue me dit, une des premières choses qu'il me dit, plus vous allez faire de l'exercice, plus vous allez allonger votre période qui appelle la lune de miel. Là. Okay. C'est le meilleur médicament que je peux vous conseiller, à part des autres, là. Mais ça c'est un must. Se tenir en forme, garder de l'amplitude, de la force musculaire. Parce que j'ai perdu beaucoup de poids au début de la maladie de Parkinson. Là. Okay. Puis j'ai jamais été gras, là. J'ai perdu au moins 25 livres de masse musculaire. Oui. Fait que, mais si je ne m'entraîne pas, moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus, là. Mais l'exercice physique, donc, je pense que ça a été démontré, les bienfaits pour ralentir l'évolution de certains symptômes, mais au niveau du sommeil aussi, je pense, j'imagine. Oui, c'est clair. Il y avait des études qu'on a fait, des randomized control trials, vraiment des bonnes études qui démontraient que si on fait des exercices, la qualité de sommeil est augmentée. La seule exception, si on fait des forts exercices juste avant de dormir, ça, c'est pas idéal, OK? Mais oui, avant 4 heures, 3 fois par semaine minimum, même chaque jour si vous êtes capable, la qualité de sommeil est augmentée, plus profonde. C'est très, très bien pour l'énergie, très, très bien pour le sommeil et l'anxiété aussi, ça aide beaucoup. Ah oui, ben oui. OK, parfait.
Écoutez, ça a été passionnant, cette discussion-là. Je pense qu'on a eu plein de conseils précieux de Dr. Postuma et Robert aussi. Merci beaucoup. On ne peut pas terminer cette discussion sans parler des ressources de Parkinson Québec. Elles sont nombreuses. Donc, sur le site de Parkinson Québec, il y a plusieurs activités en ligne gratuitement. Il y a les services de Parkinson Québec et ses partenaires en région qui se développent donc en continu. C'est ainsi que se termine l'épisode sur les troubles du sommeil du balado Enquête de dopamine. Ce balado est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Amis des aînés. Alors, une fois de plus, j'aimerais donc vous remercier, M. Robert Hainaut, atteint du Parkinson, qui a vécu des troubles du sommeil dans le passé, mais qui dort aujourd'hui très bien. Hein? Merci beaucoup d'avoir été là. Un grand plaisir. Merci pour ce témoignage et ces précieux conseils. Et Dr. Ronald Postuma, neurologue, merci beaucoup pour ces précieux conseils également. Alors, pour plus d'informations sur la maladie de Parkinson, vous pouvez contacter la ligne d'information et de soutien au 1-800-720-1307 ou visiter le site web au www.parkinsonquebec.ca. Mon nom est Isabelle Marjorie Tremblay. Retrouvez-moi dans les autres épisodes du balado Enquête de dopamine de Parkinson Québec. À bientôt tout le monde.